sommes constitués pour apporter notre soutien sur le volet droit international au collectif des avocats que vous avez de part et d'autre aujourd'hui. Là, je crois qu'on a fait l'intervention introductive pour poser le cadre par Monsieur le ministre et pour vous expliquer les 2 recours qui ont été déposés devant les Nations Unies. D'abord, la portée de ces décisions, elle est loin d'être symbolique. Comme vous savez, les Nations Unies opèrent sur tous les pays qui sont signataires des Nations Unies et qui, à ce titre, reçoivent des aides au développement, tout un tas de coopérations internationales avec les autres États. Elle opère un contrôle qui s'incarne par un rapport annuel sur l'état des libertés et le respect des droits humains. Donc toutes ces procédures qui sont introduites et qui ont vocation à être documentées conduiront à une analyse par les Nations Unies de la question qui est quand même intéressante pour, j'imagine, les Sénégalais, de savoir s'ils vivent dans un pays qui progresse ou qui régresse en matière de libertés individuelles et de droits fondamentaux. Donc ces recours ont principalement pour but de permettre aux Nations Unies d'avoir une image la plus objective possible de ce qui se passe au Sénégal. Deuxièmement, il y a une procédure qui se déroule devant un rapporteur. Donc ce rapporteur va, sur la base de notre saisine, collecter des éléments, interroger des personnalités, avoir accès à des rapports, peut-être se déplacer sur place et peut faire à partir de là des recommandations. À charge évidemment pour les autorités sénégalaises d'en prendre compte ou non s'ils le souhaitent, mais le fait de ne pas prendre en compte des recommandations des Nations Unies montre quand même un certain repli par rapport à la tradition d'ouverture du Sénégal. Quant au comité de la détention arbitraire, c'est un comité qui décide davantage dans le temps long sur la base d'échanges qui auront lieu entre les avocats et les pouvoirs sénégalais. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'informer la presse sur la réalité, d'abord de la détention de ces personnes. Aujourd'hui, il m'apparaît qu'on va aller les visiter et qu'ils sont entravés dans l'exercice de certains de leurs droits pour des motivations qui ne sont pas très établies. Donc c'est de ça que nous avons saisi le groupe de la détention arbitraire, de différents manquements qui ont conduit à leur arrestation et à leur placement en détention, avec l'espoir surtout que, par une meilleure information de leur situation, les autorités judiciaires accepteront de les remettre en liberté. Donc ce n'est pas quelque chose qui, globalement, est déterminé à ce stade. Ce ne sont pas des personnes qui ont été condamnées. Ce sont des personnes qui sont mises en cause et qui ont besoin de pouvoir travailler avec leurs avocats pour publiquement contredire les accusations qui sont portées contre eux. Les procédures les plus inquiétantes sont celles qui se déroulent devant la Haute Cour de justice, pour les raisons que j'ai évoquées, qui tiennent au fait que la Haute Cour de justice n'est pas à proprement parler à une juridiction indépendante. Elle est, comme vous le savez, insusceptible de recours, ce qui est déjà en soi très inquiétant. Elle est composée de personnalités qui ne sont pas des magistrats professionnels et qui, en ce sens, ne sont pas garants d'une indépendance structurelle. Et elle est un organe qui est très politique. Donc ces recours-là, sans rentrer, comme vous avez dit, dans le détail, sont au stade de l'instruction. Des éléments que nous avons pu collecter, certains dossiers sont en train de se terminer dans leur instruction, même si on a du mal à comprendre comment des dossiers aussi peu structurés pourraient être envoyés devant un tribunal. Mais justement, tout l'effort qui est fait par les avocats du collectif, c'est d'espérer que des non-lieux vont être rendus. Et vous savez qu'il porte sur des charges qui sont essentiellement des charges politiques de gestion alléguée ou de détournement allégué. Ensuite, on a, d'une manière assez inquiétante, des procédures qui ont mis en cause des journalistes que nous sommes en train de documenter. Alors, par exemple, l'enjeu de cet échange informel, c'est aussi de pouvoir dire qu'au-delà des procédures les plus visibles, qui portent sur les personnalités les plus connues du Sénégal, quand on observe finalement un climat régressif en termes de liberté, il touche aussi parfois des citoyens qui sont exposés, des journalistes, des artistes qui voient leur liberté d'expression mis à mal. Et c'est parfois aussi l'objet de ces conférences avec des journalistes ou de ces communications qui permettent de collecter encore davantage d'éléments. Donc on a eu des exemples de journalistes. Et il y a des cas qui nous inquiètent particulièrement. Le cas d'un ministre dont un rapport médical a établi assez fermement que sa condition de santé ne permettait pas à ce qu'il soit maintenu en détention et qui semble pour autant avoir été maintenu en détention le temps qu'une contre-expertise vienne statuer, ce qui est assez étonnant puisque quand une expertise médicale dit qu'une personne
n'est pas en état d'être maintenue, elle devrait être libérée. Donc, comme Monsieur le ministre vous l'a dit, je pense que ce qui est au centre du jeu aujourd'hui, au-delà de cette transition démocratique et de la vie publique du Sénégal, qui est quelque chose sur lequel nous, observateurs étrangers, on ne se prononce pas, mais c'est une certaine image de la façon dont la justice est rendue dans ce pays, qui conditionne les accords, le tourisme, le développement et l'image globale qu'on peut avoir du fonctionnement de la société. Oui, mais comme mon confrère l'a rappelé, les avocats sont là pour en fait collecter, analyser, synthétiser des éléments qui sont des éléments de tous les jours. Nos confrères ont plaidé récemment 2 dossiers dans lesquels, en fait, aujourd'hui, les délibérés ont été prorogés, ce qui fait que ces gens sont soumis à des dénis de justice assez évidents. Et on est tous dans l'attente de la restitution, en fait, ou de la restauration, plutôt, d'une justice qui fonctionne de manière indépendante, claire, sur, par exemple, les délais de jugement, avec des dossiers qui peuvent être débattus contradictoirement. Donc, bien sûr que ce n'est pas un collectif d'avocats qui invente, si vous voulez, des situations pour finalement mener un combat qui serait politique. C'est ces situations qui conduisent à la création de ce collectif, et ce collectif qui travaille ensemble pour donner à la presse, donner à l'opinion publique, donner aux magistrats les éléments qui leur permettent d'apprécier en fait du phénomène. Donc ce que vous soulignez va complètement dans le sens de ce que nous avons dénoncé aux Nations Unies, et il va dans le sens des éléments qu'on collecte depuis plus d'1 mois et demi en ce qui nous concerne, mais que nos confrères qui sont au quotidien, et je crois qu'encore aujourd'hui il y avait des confrères qui étaient devant le tribunal et qui visitent les détenus et qui les défendent depuis plusieurs mois d'une manière très très méthodique, et ça leur prend énormément d'énergie, peuvent témoigner des difficultés qu'ils rencontrent dans leur exercice de défense. 3 petites choses qu'il est utile d'ajouter. La première chose, c'est une appréciation de la situation générale de l'exercice d'un certain nombre de droits et de libertés publiques. Vous le savez, nous le savons tous, depuis quelques décennies, le Sénégal se fait remarquer par une formidable avancée en matière de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Et je le dis toujours, on le dit, depuis au moins 1993, se sont succédés plusieurs chefs d'État, plusieurs élections. En 1993, en 2000, en 2007, en 2012, en 2019 et en 2024. Et ces élections ont été marquées par un scrutin apaisé, les Sénégalais qui se sont exprimés librement, et à 18h, les résultats étaient affichés. Même si, au préalable, avant ces élections, il a pu y avoir d'ici de là parfois des troubles, pas très importants, parfois aussi des troubles graves, ayant occasionné mort d'homme. Mais d'une manière générale, personne n'a jamais pu contester la sincérité de l'expression du suffrage des Sénégalais. Et nous avons cette désagréable sensation qu'à ce système démocratique, à ce système de liberté, se substitue un système autoritaire, où aucune voix discordante n'est tolérée, et où aussi une espèce de chape de plomb empêche la libre expression et porte gravement atteinte aux libertés et aux droits de l'homme. Et malheureusement, force aussi est de constater, c'est pas moi qui le dis, c'est un juge, un ancien juge qui a démissionné de la magistrature pour se lancer en politique, et qui utilise une formule qui est à la fois juste et choquante. Choquante dans le sens où il dit que certains juges se comportent comme des préfets de justice, alors que ça n'a jamais été ainsi. Mais c'est encore d'autant plus grave que, vous vous souvenez tous, il y a 2 jours, le président de la République a parlé de libérer la justice. Quand c'est le premier magistrat qui dit qu'il y a une nécessité de libérer la justice, et qu'un magistrat lui-même qui était, il y a quelques années en exercice, dit que
la maison de justice, j'allais dire, est infestée de préfets de justice, ça devient quelque chose de grave. Ça veut dire que, effectivement, ce n'est pas une vue de l'esprit lorsqu'on dit que notre système de démocratie, notre système politique passe d'un système de démocratie, de liberté, à un système dirigé, un système autoritaire. Et ça fait réfléchir et ça fait peur. Ça fait peur parce que ça ne correspond pas à notre vécu. C'est la raison pour laquelle nous autres avocats, c'est notre rôle, nous ne nous donnons pas, nous ne nous bombons pas le torse en nous donnant un rôle qui n'est pas le nôtre, mais en dernière analyse, dans des situations pareilles, nous sommes des remparts de la liberté, les derniers. C'est la raison pour laquelle, ensemble, nos confrères venus au-delà des océans et nous-mêmes, nous travaillons ensemble pour ce cas précis du Sénégal, pour que les choses se passent normalement et qu'on marche sur les pieds, non pas la tête en bas. C'est la raison pour laquelle, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays, on a gouverné dans le brouhaha, dans le vacarme, et le brouhaha et le vacarme ont abouti à une situation assez particulière où une tension sur nos finances publiques est là et qui nous empêche d'avancer, simplement parce qu'on parle trop. On en arrive aussi à une autre situation où, par nos actes et les atteintes aux libertés, on est sous surveillance, énormément. Parce que lorsque les libertés sont contraintes de cette façon, il y a une conditionnalité entre les financements et les libertés. Les financements, ce n'est pas seulement les financements des organisations internationales, FMI, Banque mondiale et autres. Les financements, c'est aussi l'investisseur privé. L'investisseur privé qui vient et qui réalise qu'il y a une certaine forme d'instabilité liée à une énorme contrainte sur les libertés, il ne vient pas. Et nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que les choses se passent normalement. C'est pourquoi nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Nous l'avons saisi plusieurs fois d'ailleurs, et il est arrivé sur des questions importantes que la Cour de justice nous donne raison. Moi, je ne suis pas fier, je ne suis pas content que la Cour de justice, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, nous donne raison. Parce que ça veut dire que les choses sont beaucoup plus graves qu'on ne croit. Nous avons, dans l'affaire Lat Diop, la Cour de justice donne raison, qu'il n'y avait pas de raison particulière pour que l'État mette cette chape de plomb sur les citoyens et les empêche de sortir. On ne peut pas empêcher de façon administrative à un citoyen de quitter son pays. La Cour de justice nous donne raison. La Cour de justice de la CEDEAO est saisie également pour dire que la Haute Cour de justice telle qu'elle est aujourd'hui dans les procédures, dans sa composition et aussi dans l'impossibilité qu'elle offre aux citoyens d'exercer les voies de recours, ça viole les droits de l'homme. Nous sommes absolument convaincus que la Cour de justice nous donnera raison. Nous sommes également convaincus, comme l'a si bien dit mon confrère Maître Veil, que le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires ne peut pas ne pas dire que la détention de tout ce petit monde, c'est énorme, tout ce monde qui a été saisi, des journalistes, des chroniqueurs, des hommes publics, des hommes politiques, sur quelle base ? Sur une base tellement farfelue et dérisoire qu'on ne peut pas ne pas dire que ces détentions sont arbitraires. Pourquoi nous ne désespérons pas que ceux qui nous gouvernent reviennent à la raison. De la même façon également que le rapporteur des Nations Unies également, il est là, il va entamer ce dialogue-là. Mais d'une manière générale, tout ça, toutes ces choses-là mises les unes à la suite des autres, ça donne un très mauvais signal. Et nous n'avons pas intérêt, ni nous, citoyens sénégalais, ni ceux qui nous dirigent, à continuer dans cette direction qui porte atteinte aux intérêts de notre pays. Ils ont été élus, ceux qui nous gouvernent, pour satisfaire nos besoins. Ils n'ont pas été élus pour satisfaire leurs besoins égoïstes de revanche. Je le dis dans une formule qu'on dit toujours en Wolof, ils n'ont pas été élus pour chercher des voleurs, pour attraper des voleurs, ils ont été élus pour gouverner. Et on sait très bien qu'un président de la République, un régime, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance, même si c'est une ambition et une espérance d'emprunt. Et dans ce cas précis, malheureusement,
tout va à volo et nous espérons qu'ils vont se ressaisir. Et probablement, même si je termine par là, nous sommes quelque part des derniers remparts de la liberté, nous pensons au fond de nous-mêmes que nous n'avons peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bout et qu'ils auront le temps de s'arrêter et de se ressaisir, parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. On a déjà dit, c'est un mauvais regard qui est jeté sur notre pays, une mauvaise notation et aussi une certaine réticence pour tous ceux qui pouvaient venir chez nous. D'abord, une réticence des organisations internationales, Banque mondiale, FMI, réticence des investisseurs, mais également lorsque les organisations, les institutions des Nations Unies vont affirmer que dans notre pays, les droits de l'homme sont violés de façon aussi grave, évidemment, ce n'est pas bon pour notre pays. Déjà, Standard & Poor's a dégradé la note de notre pays de B à B-, alors qu'on était au sommet. Tous les 4 mois, on dégrade notre note. Bon, on n'en a pas besoin, c'est pas bon pour le pays.